Bonjour à vous. On va commencer aujourd'hui un nouveau cours qui concerne la physiologie de l'appareil cardiovasculaire. Ce cours-là concerne le cycle cardiaque. Dans cette vidéo, on va voir comment le corps arrive à pomper la quantité considérable du sang vers les différents territoires de l'organisme. Et on va commencer maintenant. Le corps a une activité cyclique discontinue, c'est-à-dire que le corps travaille dans des cycles. Il va, c'est-à-dire, il va prendre une méthode, cette méthode, elle va se répéter. C'est les mêmes étapes qui vont se répéter dans le temps. Ça va créer un cycle. Cette activité est discontinue. Le corps ne se présente pas tout le temps dans une situation de travail. Il alterne entre des situations de travail, de contraction, et des situations de repos. Le cycle cardiaque est formé par deux étapes. La première étape, c'est l'étape de travail, qui est la systole. Alors, c'est une étape de contraction. À ce niveau-là, il y a une éjection du sang. La deuxième étape, c'est l'étape de repos, et c'est la diastole. C'est à ce niveau-là, le corps est en relâchement. Il ne va rien faire. Alors, il faut savoir que la systole dure moins que la diastole. C'est-à-dire, le corps se trouve dans une situation de repos plus qu'il se travaille. Sur ce schéma, on va voir la première sur cette photo, on va voir qu'au cours de la systole, on va aller voir, voyez le sang, quel que soit le sang veineux présenté en bleu ou le sang artériel présenté en rouge, ils vont gagner l'artère, quel que soit pulmonaire pour le sang désoxygéné ou l'aorte pour le sang oxygéné. Au cours de la systole, il y a une éjection. On va passer au cours de la diastole. C'est à ce cliché-là. Au cours de la diastole, il y a un phénomène de remplissage. On va voir que les oreillettes sont remplies par le sang et les ventricules sont vides. Et ça va impliquer une situation de repos dans lequel le corps se trouve à ce niveau-là. Il va se préparer au travail, c'est-à-dire il va se préparer aux contractions. Voyez, la deuxième étape, c'est toujours dans la diastole. Il y a un remplissage ventriculaire parce que le sang veineux, il va arriver vers les oreillettes à travers la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, ainsi que les deux artères pulmonaires, les quatre veines pulmonaires. Ils vont remplir les oreillettes et les oreillettes, ils vont après remplir les ventricules. Tout ça, on va bien expliquer. Et on va passer à cette étape-là où il y a la diastole, la systole. Il y a ici, le cœur va se contracter. Et on va voir bien que le sang est arrivé au niveau de l'artère pulmonaire. Maintenant, les phases de cycle cardiaque, quelle que soit la systole ou la diastole, sont formées par des petites phases. La systole est divisée en trois phases. On a dit qu'elle va durer 0,27 secondes, moins que la diastole qui est de 0,53 secondes. La systole est formée de trois étapes. Ces étapes sont successives, l'une après l'autre. La première, c'est la contraction isovolumétrique. Alors, lorsqu'on dit contraction isovolumétrique, on peut bien comprendre que c'est une contraction. Alors, le muscle va se contracter, le muscle se raccourcit. Ça, c'est la contraction. Lorsqu'on dit isovolumétrique, c'est-à-dire le même, le volume ne change pas. C'est une contraction. Alors, la pression ventriculaire, normalement, elle va augmenter, tandis que le volume est constant. Le volume est constant. Elle est isovolumétrique. À ce niveau-là, les valves sont fermées. Les valves sont fermées. Parce que si les valves sont ouvertes, alors le sang il va sortir à travers les ostéums. Alors, puisque les valves sont fermées, les ventricules vont constituer des espaces clos, alors la pression va s'augmenter sans qu'il y ait un changement de volume. Lorsqu'une fois que les valves sigmoïdes, c'est-à-dire les valves des troncs artériels, quelle que soit l'artère pulmonaire ou aorte, lorsqu'ils vont s'ouvrir, la pression diminue. Alors le volume, il va quitter le volume sanguin, quitte le ventricule. Et il faut noter qu'à ce niveau-là, la pression aortique est égale
à la pression ventriculaire parce que le ventricule normalement possède une pression très faible par rapport à l'aorte, mais puisque le sang de l'aorte qui crée cette pression, il va gagner la microcirculation, c'est-à-dire les artères coronaires pour faire la nutrition du cœur. Alors, maintenant, comment, c'est-à-dire à ce niveau-là, il y a une éjection de 80% du volume systolique. Alors, parce que le volume systolique, si on va parler de tout ça, quel est le volume systolique? C'est le volume qu'on doit éjecter à chaque contraction. Il y a après cette éjection rapide, il y a une éjection lente. Le reste du sang qui reste dans le ventre, c'est-à-dire la 20%, elle va être éjectée lentement. Et ça, ce qui va créer ce qui va créer l'éjection lente où le sang quitte le ventricule lentement. C'est le même principe qu'une bouteille, par exemple, de soda. Lorsque la pression elle est très, 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 très importante au sein de cette bouteille, lorsqu'on ouvre le bouchon, alors le liquide il va sortir avec une grande pression. Et après un certain moment, lorsque la pression diminue, le liquide il va quitter la bouteille lentement. Et toujours, il reste du liquide dans la bouteille. Il reste de liquide dans la bouteille. C'est le même principe. Encore, le sang va rester une partie du sang dans le ventricule. Le ventricule ne se vide jamais. Toujours, il y a un volume résiduel appelé volume télésystolique. Télé, c'est-à-dire après systolique, après la systole, après la fin de la contraction, il reste un certain volume. Ça, on peut le bien voir sur ces schémas-là. À cette étape-là, si vous voyez ici qu'il y a une pression. Ces petites flèches qui entrent dans le ventricule, ils vont servir à diminuer la pression. Ils vont diminuer, enfin, la pression. Et ça, ce qu'il va créer, un certain moment d'augmentation de pression et il va créer une contraction du cœur. Et c'est la même chose au cours de la deuxième étape lorsque la valve sigmoïde s'ouvre. C'est à ce niveau, cette valve sigmoïde, lorsqu'elle va s'ouvrir, il y a une éjection du sang à travers l'aorte. Et puis, là, à la fin, c'est une étape d'éjection. Normalement, c'est l'éjection lente. Elle est suivie par c'est une éjection rapide, suivie par une éjection lente. Et à la fin, il y a une phase de relâchement où, ici, on va voir que les flèches sortent du ventricule, c'est-à-dire il y a une diminution de pression. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'étape de repos. Comment le corps va reposer. L'étape de repos appelée diastole passe par 5 phases. Ces 5 phases durent l'ensemble 0,53 secondes. Elles durent plus que la systole. Je répète et je répète que la diastole dure plus longtemps par rapport à la systole. Le corps est au repos, il se trouve au repos plus qu'il se travaille. Alors la première étape, c'est la protodiastole. C'est-à-dire, c'est quoi proto? C'est-à-dire avant, c'est-à-dire l'initiation de la diastole. Comment ça se fait? Alors la diminution de la pression ventriculaire parce qu'on a déjà éjecté le sang au cours de la systole, il va entraîner la fermeture des valves aortiques. Pourquoi? Parce que la pression au niveau de l'aorte est très importante par rapport à la pression qui se trouve dans les ventricules. C'est le même principe. Lorsque le sang se trouve dans l'aorte, à ce niveau-là, il y a que le sang, il va appliquer sur les valves sigmoïdes, lesquelles vont se fermer. Alors, si on va voir un schéma ici, le sang lorsque se trouve dans l'aorte, à ce niveau, il va se battre sur les valves sigmoïdes, ils vont se fermer. Alors, maintenant, c'est l'étape de la protodiastole. La protodiastole se caractérise par la fermeture des valves aortiques. La deuxième étape, c'est l'étape de relâchement ésovolumétrique. C'est-à-dire, il y a un relâchement. C'est-à-dire une diminution de contraction, pas de contraction. Le muscle se dilate. Alors, isovolumétrique, mais sans changement de volume. C'est-à-dire le corps se dilate, mais sans qu'il y ait un remplissage. Le ventricule, il va constituer encore un espace clos parce que les valves aortiques sont fermées par la diminution de pression ventriculaire et les valves mitrales sont déjà fermées parce que le ventricule présente une pression plus importante que l'auricule, alors les valves vont se fermer. Il y a ici une
une diminution de pression avec un volume constant. Durant le remplissage rapide, lorsque la pression ventriculaire s'égalise avec la pression auriculaire, parce que la pression ventriculaire elle va se chuter, parce que le ventricule va se dilater, il se relâche, la pression est en hausse. Alors, la pression auriculaire, c'est la même avec la pression ventriculaire, les valves mitrales, qui séparent l'auricule et le ventricule, s'ouvrent. Lorsqu'ils vont s'ouvrir, le sang qui est présent dans l'auricule et qui provient de la circulation veineuse pénètre dans le ventricule. Alors, il y a une restitution de 80% du volume systolique. C'est 80% du volume systolique, c'est-à-dire qui doit remplir le ventricule. Elle va être restituée. Durant le remplissage long, il y a bien sûr lorsque la pression au niveau des auricules va diminuer, il y a un remplissage long. Généralement, tout un remplissage rapide sera suivi par un remplissage lent. Encore, l'éjection rapide sera suivie par une éjection lente, par la diminution de pression, toujours, du reste de 20%. Alors, à la fin de cette étape, les valves mitrales vont se fermer parce que les valves sont au-dessus du ventricule. Lorsque le ventricule est rempli du sang, il va battre sur les valves mitrales, ils vont se fermer. Et à la fin, c'est la télédiastole. On va encore vider l'auricule. L'auricule se trouve vide parfois, mais le ventricule se trouve jamais vide. Alors, il y a une contraction des oreillettes. Il va éjecter tout le sang qui est présent dans l'auricule, dans le ventricule. C'est comme si l'auricule est assar, alors il n'y a pas de sang. Cette contraction, cette télédiastole se caractérise par cette systole auriculaire. Maintenant, on va parler de comment ça se fait la variation du volume ventriculaire. Si on va compris toutes les étapes du cycle cardiaque, ça suffit. On va maintenant parler de quelques éléments qui sont seulement c'est pas d'apprentissage, c'est vraiment de comprendre ces notions. La variation du volume ventriculaire, 700% présente le volume total du ventricule, qui peuvent comprendre le ventricule, par exemple une bouteille de 2 litres, c'est le ventricule. Alors, le 100% divisé en 70%, c'est le volume d'éjection systolique, c'est le volume qui sort de la bouteille. C'est tout le volume qui après sort de la bouteille. 30% c'est qui reste dans la bouteille, c'est le volume télésystolique. Le volume d'éjection systolique qu'on doit éjecter, c'est-à-dire c'est le volume d'éjection systolique qui sort le ventricule pour que le sang pour que l'organisme soit perfusé. Alors, le volume d'éjection systolique présente 80% de ce volume-là. Il sort au cours de l'éjection rapide, c'est à haute pression. La faible pression, elle va permettre la sortie de 20% qui reste. Maintenant, on va parler de l'influence de la variation de la fréquence sur le cycle cardiaque. On sache bien que la fréquence cardiaque, c'est le nombre des battements par minute. Elle est présentée à 75% chez un adulte sain. Elle va s'augmenter chez le nourrisson et même l'enfant. Et elle est plus faible chez l'âgé. Cette augmentation de fréquence, alors lorsqu'on dit augmentation de fréquence, on parle d'une augmentation normale. C'est pas pathologique, c'est pas une tachycardie, c'est une augmentation normale de la fréquence, par exemple, au cours d'un exercice physique, les états de peur ou d'annexité, etc. L'augmentation de la fréquence cardiaque, elle met en jeu 2 éléments. La première, c'est le raccourcissement diastolique prédominant. Et le deuxième, c'est le remplissage ventriculaire. C'est quoi? Puisque la fréquence, elle va s'augmenter. Alors, le temps diminue. C'est-à-dire, le cœur, il va affecter un nombre de battements plus important dans une durée faible. Et de la durée faible, elle va toucher les phases de cycle cardiaque. La phase qui est la plus touchée, c'est la diastole. La diastole qui dure 0,53 secondes, elle va diminuer. Par exemple, elle va durer maintenant 0,30 secondes pour passer rapidement à une contraction. On a besoin d'un volume important du sang, alors on va battre rapidement. Là, on ne va pas rester au repos. La diastole diminue. Cette diastole qui correspond à l'état de repos va diminuer. Le corps ne va pas rester au repos. Alors, pourquoi la diastole diminue? C'est-à-dire pourquoi il y a une suppression d'une étape. L'étape de remplissage long, elle ne se fait pas. Alors, c'est-à-dire l'étape de remplissage long va être supprimée. Alors là, après le remplissage rapide, une fois que les valves mitrales s'ouvrent, le sang descend dans le ventricule, on va contracter rapidement l'auricule. On ne va pas rester dans un état où il sera fait le remplissage long. On va passer directement à la télédiastole. Alors, cette diminution de la diastole, elle va mettre en jeu 3 éléments, 3 notions qu'on doit bien sûr apprendre.
La première, c'est le remplissage ventriculaire. Le remplissage ventriculaire. Puisque le cœur, puisque le cœur n'a pas le temps suffisant pour se relâcher et que ce relâchement correspond à un remplissage, alors n'a pas le temps de se remplir. Alors le ventricule, c'est-à-dire le sang qui arrive dans le ventricule, il est moins par rapport il est moins par rapport à un état normal. Ça, c'est la première. Deuxième élément, c'est la perfusion coronaire. On sache bien que le cœur se nourrit, contrairement à l'organisme. Lorsque l'organisme, c'est-à-dire lors de la systole, l'organisme se nourrit. Mais lors de la diastole, c'est le cœur qui se nourrit. Alors, la perfusion coronaire, si la diastole, elle va se raccourcir, et que au cours de cette diastole, il y a une nutrition du cœur, c'est-à-dire la nutrition du cœur va se raccourcir. Et ça, c'est qu'on va mettre en jeu, à des cas pathologiques, des cas de tachycardie, augmentation anormale de la fréquence cardiaque, l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire c'est une dégénérescence d'une partie du cœur. Mais pourquoi? C'est dû à une insuffisance de perfusion coronaire. Des causes d'infarctus, c'est l'augmentation importante de la fréquence. Enfin, il va limiter l'augmentation de débit cardiaque. Bien sûr, on va nous parler de cette notion dans le cours de débit cardiaque, mais il va, oui, limiter l'augmentation de débit cardiaque parce que le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence multipliée par le volume d'éjection systolique. Et là, normalement, on dit que lorsque la fréquence elle va s'augmenter, alors le débit cardiaque augmente, mais ce n'est pas le cas, parce que le volume d'éjection systolique n'est pas constant. On a dit que le volume d'éjection systolique il va diminuer, lorsqu'il va se diminuer, le débit cardiaque, il va s'augmenter, oui, mais il n'arrive pas à un taux très important. Il a une limite, il ne peut pas arriver à plus. Enfin, c'est quoi le débit cardiaque? C'est la capacité du ventricule, ou là c'est de la contraction cardiaque, de nourrir 1 mètre carré d'un territoire de l'organisme. Et ça, ce débit cardiaque, on doit l'augmenter en cas d'exercice physique parce que l'organisme, les besoins de l'organisme vont s'augmenter. Mais vraiment, l'augmentation de la fréquence à des valeurs très, très importantes, ce n'est pas une solution pour enfin augmenter le débit cardiaque. Maintenant, c'est un cliché, on va voir rapidement ce que c'est la pression, la fréquence cardiaque, elle est très très importante, hein, à 95 à 99% battements par minute, c'est une fréquence très très élevée. Elle peut être normale dans l'exercice physique, mais elles peuvent aller, c'est-à-dire en cas de repos, elle est dangereuse et elles peuvent conduire, on a déjà parlé de l'infarctus du myocarde. Maintenant, on va parler d'une notion très simple, c'est l'insynchronisation du cœur droit et gauche. Le concept de ce titre, que le cœur droit n'est pas parfaitement synchrone avec le cœur gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une asynchronisation, c'est-à-dire les valves ne s'ouvrent pas en même temps. Les valves ne s'ouvrent pas en même temps. Parce que la valve qu'on va observer, la valve tricuspide s'ouvre avant la valve mitrale, puisque la valve tricuspide s'ouvre avant la mitrale. Une fois qu'il y a une ouverture de valve, il y a un remplissage, c'est-à-dire l'étape de relâchement isovolumétrique, elle va se raccourcir dans le cœur droit. Et lorsque la valve pulmonaire s'ouvre avant la valve aortique, et normalement elle va se fermer alors encore après la valve aortique, il y a une éjection du ventricule droit qu'elle dure plus longtemps par rapport au ventricule gauche. Et c'est ça. Bon, maintenant, on va parler de comment on va étudier le cycle cardiaque. Comment je vais observer, je vais suivre ce cycle cardiaque chez un patient. On va, durant la première intention, on ne va pas alors utiliser des outils. Alors, on parle de l'inspection et la palpation. Alors on va mettre, c'est-à-dire on va percer va percevoir le choc de pointe. C'est quoi le choc de pointe? C'est le battement du ventricule gauche considérablement. C'est-à-dire on va mettre notre main à thorax nu et on va percevoir un durcissement globuleux qui correspond au retour sanguin au niveau du ventricule gauche. Alors lorsque le ventricule va se dilater par le remplissage du sang, il va changer de place. C'est-à-dire c'est le mécanisme purement mécanique et on peut alors le percevoir au niveau de 4e espace intercostal
gauche, sur la ligne médioclaviculaire. Deuxième étape, on va passer à utiliser l'oreille et le stéthoscope. On parle de l'auscultation. Au cours de cette, mais l'oreille ou le stéthoscope, on va pas le mettre par hasard ou de façon aléatoire. Il y a des foyers. Au niveau de ces foyers, on va observer des bruits. Il y a 4 foyers, le foyer mitral, le foyer xéphoïde ou le tricuspide, le foyer aortique et encore le foyer pulmonaire. Chacune possède une position très spécifique au niveau du thorax et qui permet de percevoir telle ou telle information. Elle va permettre de percevoir 4 bruits, 2 bruits vraiment qui sont nus, c'est-à-dire présents chez toutes les personnes, présent chez toutes les personnes, alors par l'oreille ou encore par le stéthoscope. Le troisième, B3, c'est rare, mais on peut l'observer. Le B4, on va utiliser un matériel beaucoup plus développé. On va parler de ça. La B1, c'est lorsqu'on va mettre, on va mettre le stéthoscope sur un thorax. On va toujours, c'est la connue, la chanson connue du cœur, c'est les 2 battements. Le premier battement, c'est puis elle va rester à un certain moment. Puis la durée entre le B1 et le B2, c'est-à-dire le B1 c'est le premier bruit et le deuxième bruit, elle est petite par rapport entre le B2 et le B1. C'est quoi? Le B1, c'est correspond au début de la systole. C'est à ce niveau que les valves auriculo-ventriculaires elles vont se fermer et c'est le début de la systole. C'est le début de la contraction. Alors, et la B2, c'est la fin de la systole. Ça y est, on est terminé la systole. On va maintenant fermer les valves sigmoïdes. Les valves qui arrivent au niveau des artères, elles vont les fermer. On a terminé la systole. Mais entre le B2 et le B1, c'est pas la même durée avec le B1 et le B2. Le B2, pour arriver à un B1, il y a une longue durée parce que c'est la diastole. On a déjà parlé que la diastole, elle est plus importante par rapport à la systole. C'est pour ça qu'il y a une longue durée et ça correspond qui correspond à la diastole. Alors, c'est en bleu. Ici, on va voir les souffles. C'est quoi les souffles? Pourquoi il y a cette notion? On ne doit pas percevoir aucun bruit entre le B1 et le B2. Il y a ici des silences. Les silences ne doivent pas être accompagnés par des souffles, ni des sons, ni rien. Alors il faut qu'il y ait des silences. Si on va observer des souffles, des battements, des souffles, des sons, etc., ce sont présentes de façon pathologique. Il y a des souffles systoliques parce que entre le B1 et le B2, c'est la systole. Il y a des souffles diastoliques parce que entre le B2 et le B1, c'est la diastole. Alors, il y a un B3, il est généralement rare. Et il y a le B4, c'est à la fin. Vraiment, on va observer par cet appareil-là, qui est le phonocardiogramme. Il s'agit d'un appareil, on va parler dans ce cliché, qui permet de percevoir les bruits sonores ou inaudibles par l'oreille ou par le stéthoscope, produites par la paroi du cœur et les troncs artériels. Il permet de capter les phénomènes vibratoires. Le B1 correspond à la fermeture des valves atrioventriculaires, on a déjà expliqué. Le B3, il est rare et correspond à l'ouverture des valves atrioventriculaires. Et le B3, si il présente un individu qui a plus de 40 ans, il est présent de façon pathologique. Le B4, il n'est jamais audible à l'oreille. Il se suit l'onde de P, qu'on va parler dans le CG, après 0,04 secondes. C'est pas vraiment important, mais c'est un bruit auriculaire et correspond au travail des auricules. Maintenant, on va parler de l'électrocardiogramme. Alors, c'est quoi l'électrocardiogramme? C'est le CG. Alors, c'est quoi? C'est un enregistrement de l'activité électrique du cœur en fonction du temps par l'utilisation des électrodes. Le cœur travaille par l'électricité. On a déjà parlé dans le premier cours. Il faut être à jour dans les cours pour on peut suivre et comprendre les cours l'un après l'autre. Il ne faut pas laisser à la dernière minute. Alors, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur en fonction du temps et par l'utilisation des électrodes. Des électrodes, on va le positionner sur le thorax, de façon soit sur le thorax, soit sur le membre. Alors, il y a des électrodes qui se mettent au niveau des membres, il y a qui se trouvent dans la région précordiale, c'est-à-dire près du cœur. On va observer que dans les membres, on peut obtenir un enregistrement par une seule électrode sur l'organisme, la deuxième toujours égale un voltage, une électrode centrale, voltage égal à 0. Elle est unipolaire. Unipolaire, c'est
une seule électrode qu'elle va donner l'enregistrement. Ou elle est bipolaire, on va perdre deux électrodes sur l'organisme. Et il y a c'est la différence de potentiel entre ces deux points qu'elle va donner l'enregistrement. Alors, il y a, c'est en bleu, on va observer ici en bleu. C'est la première dérivation bipolaire. En rouge, c'est la deuxième. En vert, c'est en 3. Alors, c'est ce triangle, on doit l'apprendre par cœur. Alors, on va mettre sur le bras gauche, on va mettre la première électrode. C'est la veillère. C'est la veillelle, c'est left. On va mettre sur le bras droit la V R, la V right. Et sur la jambe gauche, la V F, c'est-à-dire foot. Après, entre les électrodes, soit on met l'un, on va obtenir un enregistrement. Si on va utiliser deux par deux, elle est bipolaire. Alors, la première dérivation en bleu ici, c'est entre la VR et la VL. La deuxième dérivation entre la VR et la VF. Et en vert, c'est la troisième dérivation entre la VF et la VL. Et chacune de ces informations, chacune de ces électrodes permet de donner telle ou telle information. Par exemple, on peut obtenir une information sur le volume du cœur, sur le mécanisme de travail, sur un infarctus du myocarde, l'activité électrique, etc. Ce qui concerne la deuxième, ici on a deux photos, la première et la deuxième, et à vous de connaître où se trouve l'erreur. Bien sûr, si on va positionner les électrodes sur l'abdomen, elle ne sert à rien. C'est une disposition fausse. Ça, c'est le juste. On va observer qu'il y a 6 électrodes qui se mettent sur la région précordiale. La première, c'est V1. Elle se pose sur le bord latéral droit du sternum au niveau de troisième espace intercostal. On dit entre le deuxième et le troisième espace intercostal droit. La V2, elle se met sur le bord gauche du sternum, toujours dans le deuxième, troisième espace intercostal gauche. La V3, on ne va pas le mettre, on va mettre la V4 avant. La V4 se trouve au niveau de quatrième espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire. Puis on va positionner la V3 entre la V2 et la V4. Puis on va positionner la V5 au niveau de quatrième espace intercostal gauche sur la ligne axillaire antérieure, c'est au niveau de l'aisselle de l'individu. Et on va descendre verticalement et on va le croiser avec le quatrième espace intercostal. Et ça, c'est la V5. La V6, c'est au niveau de la ligne ou la axillaire moyenne ou la médio-axillaire. Et toujours dans l'espace quatrième espace intercostal gauche. Tout ça est positionné sur ce schéma-là. On va voir toutes les dérivations et on va interpréter un enregistrement de CG. Alors, ici, ça, c'est l'un des enregistrements qu'on peut l'observer par un ECG. Il s'agit, on peut observer des différentes formes, mais c'est l'un qui est le plus interprété. Alors, il est formé par plusieurs ondes, plusieurs pics, plusieurs ondes. La première onde, c'est l'onde P. Cette onde P correspond à la systole auriculaire, c'est-à-dire elle correspond à la dépolarisation des oreillettes. C'est le travail des oreillettes. C'est une étape de dépolarisation, c'est une contraction des oreillettes. Donc, bien sûr, ils vont revenir à l'état initial. Ça n'est pas observable par le CG parce qu'il sera masqué par ce complexe rapide là. Alors, la deuxième étape, c'est cette région isoélectrique. Cette étape, c'est quoi? C'est un segment isoélectrique appelé segment PR. Elle correspond à la conduction auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire la conduction entre les oreillettes et le ventricule. Ce complexe rapide, appelé complexe QRS, il est très connu. Alors, il correspond à la dépolarisation ventriculaire, c'est-à-dire à ce niveau-là, les ventricules vont se contracter. Sera suivi par une étape ici ST, c'est un segment encore isoélectrique qui correspond à la transition à l'état de repolarisation. Et ici, c'est une étape de dépolarisation terminale et il y a un repos total du corps. C'est-à-dire, c'est une diastole ventriculaire. Et merci, on a terminé le cours.